de ce genre de cas de chute de baril. Vous ressentez les effets de la chute du baril de pétrole sur notre quotidien? La chute du baril du pétrole, pour l'instant, les conséquences ne sont pas encore durement ressenties. Mais je crois que c'est à envisager, c'est à voir un peu peut-être dans le long terme ou encore dans le court terme. Hein. Mais pour l'instant, il semble que, on se porte. Oui, parce qu'aujourd'hui nous sommes dépendants à 99%, s'il faut le dire, des ressources pétrolières. Et même, on le constate même sur la circulation de la monnaie. Il n'y a plus assez de mouvements, il n'y a plus assez de flux, quoi. Et bon, mais c'est regrettable, c'est comme je l'ai dit, que le Congo, pourtant un pays tellement riche, avec plusieurs diversités des ressources, mais on s'arrête seulement au pétrole. Et voilà, l'incidence est véritablement là. Et bon, mais à nous de tirer les conséquences. Bon, mais bien sûr, mais le malheur que par rapport aux promesses réalisées par le gouvernement, par rapport au panier de la ménagère, ça commence à peser. Parce que l'indice qu'on a augmenté fait que sur le marché, il y a eu hausse des prix. Donc, en fin de compte, c'est la population qui subit. La population qui subit. Et maintenant, il faudrait qu'il y ait un suivi au niveau du ministère du Commerce. Parce que je vous dis, il y a vraiment des flambées de montée de flambée de prix au niveau des marchés. Donc le panier de la ménagère et le social du quotidien commencent un peu à faire mal. Quel type d'économie le gouvernement peut-il faire pour éviter les effets négatifs sur l'économie et le quotidien congolais? Bon, ce qui est un peu malheureux chez nous, nous avons le sens du dire et nous ne savons pas traduire dans les faits ce que nous disons. Depuis belle lurette, on prône partout où on peut se faire entendre, en tout cas le paradigme de la diversification de l'économie. Là aussi, on ne ressent pas encore les effets des efforts qui sont mis en œuvre pour pouvoir arriver à cette diversification. Donc on attend. Sur notre quotidien, pas vraiment. Mais je sais que le gouvernement s'arrange à ce qu'il y ait un certain minimum qui ne soit pas remis en cause. D'après vous, pour faire face aux conséquences liées à la chute du baril de pétrole, quel type d'économie le gouvernement peut-il faire pour éviter les effets négatifs sur l'économie et le quotidien des Congolais? Bon, mais je crois, madame, je viens d'évoquer tout à l'heure que ce que le gouvernement peut faire, c'est de créer des centres de formation, intéresser les jeunes désœuvrés qui ne font rien actuellement ou qui ont des diplômes mais qui n'ont pas la possibilité d'intégrer tel ou tel secteur d'activité. De les intéresser, surtout moi je suis en train d'insister sur la branche agriculture. Je suis un ressortissant du lycée technique agricole et je sais qu'est-ce que l'agriculture peut apporter dans notre pays. Bon, oui, il y a aussi le tourisme, ça il ne faut pas que nous mettons ça de côté. Si on peut aussi développer ce secteur, je vous dis que le Kenya, nous en savons quelque chose. Mais c'est le tourisme qui fait vivre le Kenya. Nous, quand on va voir même rien qu'au Brésil. Donc nous aussi, j'ai béni le Seigneur qu'il a tant aimé le Congo. Mais nous ne tirons pas profit de ce que le Seigneur nous a mis en profit. Je crois qu'il faut repartir au niveau de l'agriculture. Dire que l'agriculture c'est la priorité des priorités. Mais si on continue toujours à faire les plantations manuelles ou bien par la houla, par les houes, je crois que il faut mécaniser les choses. Mécaniser les choses pour que les Congolais s'intéressent un peu, se rabattent un peu vers ce secteur-là. Parce que le Congolais, avec la culture française, nous c'est le costume, c'est la veste dans les bureaux, tout ça. Donc la terre, c'est pas... Mais il faut intéresser le gouvernement. Donc que le gouvernement se base plus sur l'agriculture, sur d'autres chantiers, la forêt et autres. Le Congo, c'est une nation très riche. C'est une nation très riche. Donc, essayer un peu de faire comme au temps de Massamada et du président Ngouabi et autres, où le pétrole n'était pas présenté comme
le parent riche. Donc il faut repartir vers l'agriculture, mais en essayant de moderniser, mécaniser ce secteur-là. Voilà, nous revenons sur ce plateau et vous venez de suivre nos compatriotes. On a posé plusieurs questions. Je crois que tous ici, on a suivi attentivement. Je suppose que certains des propos qui ont été tenus, sinon, soit sont partagés par vous, ou comme si vous étiez entendu, et posent un certain nombre de contours de ce que vous aviez dit. D'abord, premier tour de table, comment réagissez-vous à ce mot? Parce qu'on a parlé pêle-mêle, diversification économique, finalement, un peu de caricature, ne pas faire l'agriculture avec là-haut, mais dans un poste lointain, vous avez été responsable de ce secteur-là, mais ça a dû vous parler. Monsieur Rémi Bobiba. Oui, enfin, déjà, je suis très heureux de voir que nos concitoyens ont une approche très pertinente des réalités économiques de notre pays. Il faut des suggestions qui sont pragmatiques. Ils sont au fait des priorités de notre pays. Donc, il faut diversifier l'économie. Ce ne doit pas demeurer au stade de slogan ou de vœux pieux. Il faut que le gouvernement mette en place des véritables stratégies qui visent à diversifier notamment tous les secteurs. Le secteur extractif, c'est vrai qu'il y a un effort qui est déjà entrepris dans le secteur des mines, mais aujourd'hui nous sommes encore au stade de l'exploration, pas encore d'exploitation. C'est vrai qu'au niveau des travaux publics et des BTP, il y a déjà un frémissement, notamment dans le cadre de la construction des infrastructures, mais ce n'est pas suffisant en termes de création d'emplois. C'est vrai que dans le secteur des services, il y a un effort qui est en cours. Le tourisme constitue un gisement de croissance important. Tout à l'heure, certains pays aujourd'hui... Il avait été commis au ministère, sans vous couper la parole, du tourisme, lors de la lettre de cadrage, lorsque c'était encore le ministère de l'Industrie touristique et des loisirs, qu'à l'horizon 2016, ce département devait apporter pour 10% au PIB national. Mais entre-temps, quand on a fait le remaniement, c'est passé du ministère du tourisme au ministère de l'Environnement. Est-ce que ces exigences-là ont été retenues pour qu'aujourd'hui, qu'on puisse encore penser que le tourisme puisse jouer un rôle important? Mais je vous laisse continuer. Aujourd'hui, le tourisme... Simple rappel. Hein, oui, parce que le tourisme figure parmi les 7 grappes prioritaires définies par le gouvernement dans le cadre du programme national de développement 2012-2016. Mais une fois que cette priorité a été définie, il faut que ça traduise par des mesures concrètes. Quel est le programme que le gouvernement va mettre en œuvre pour réellement développer le tourisme à l'horizon 5-10 ans avec une évolution annuelle et avec des variables quantitatives et qualitatives qui permettent d'apprécier cette évolution. Et d'autres secteurs d'activité, nos concitoyens en fait allusion à l'agriculture. Aujourd'hui, notre pays est dépendante de 100% d'alimentation de l'importation. Nous avons une facture alimentaire de plus de 150 milliards de francs CFA par année. Donc nous ne connaissons pas la souveraineté alimentaire. Et donc là également, c'est un secteur clé, à la fois pour nourrir nos populations, mais aussi pour développer l'activité, créer de l'emploi, aussi bien dans les zones rurales que dans les zones... 60% de l'étendue du territoire national est occupé par la flore et la forêt. Donc effectivement, là également, il y a des dispositions, il y a des stratégies à mettre en œuvre. Nous savons qu'au niveau du gouvernement, certains des ministres proposent tous des programmes liés à leur secteur d'activité, mais on peut quand même déplorer que du point de vue de la coordination, du point de vue de la synergie, il y a là encore quelques faiblesses. Du point de vue des résultats attendus, il y a également des problèmes de définition des priorités, mais comme l'ont dit nos compatriotes, il faut aller vers la diversification. Pour aller vers la diversification, il faut définir les secteurs prioritaires, il faut définir les actions à mettre en œuvre, il faut définir également quelle va être la place réservée au secteur privé. Tout à l'heure... On y reviendra parce que le doing business, quand on sait le classement qu'occupe le Congo à ce niveau-là, malgré les séminaires de renforcement de capacité qui ont été mis en place et menés par Mme Mougani et le ministre d'État Isidore Vouba et encore la Chambre de commerce dont vous êtes le secrétaire général, excusez-moi de le dire, mais on ne semble pas voir un espèce de frémissement. Monsieur Kadia. Je pense que je rejoins mon ami Bobiba, mais tout en disant que cette crise pourrait être pour le Congo une correction, mais une interpellation en plus pour un peuple si doué. Vous savez, je respecte le peuple congolais parce que je sais qu'en lui sommeille des génies. Il suffit qu'un gouvernement fasse éclore ses génies, individuels et collectifs. Vous aurez au Congo toutes sortes de productions et nous aurons la satisfaction et la qualité de nos besoins.
La seule chose qu'on veut, on veut étouffer la création, ces génies-là. Quand j'entends mon ami Bobiba parler avec beaucoup d'aisance, parfois je me dis, mais pourquoi je me chauffe? Non, c'est un génie, mon cher ami. C'est un génie. Il y a la clé, vous n'allez pas vous chauffer. C'est un génie. Alors, je dis, on demande aux gouvernants, simplement, au lieu de passer par des comparaisons inutiles, de faire que le génie individuel s'exprime. Regardez par exemple, le ministère de l'Agriculture, aujourd'hui, en train de réaliser un recensement général des agriculteurs à coût de milliards. Alors qu'il est organisé en direction départementale, chaque direction départementale a un chef de secteur dans un district. Ces gars-là sont capables de passer village et village pour dénombrer les agriculteurs et puis faire le listing et envoyer au ministère. Alors, c'est quand même curieux qu'un ministre qui a été là pendant 7 ans, 10 ans, que jusqu'à présent, ils ne connaissent pas le nombre d'agriculteurs qu'il a. Je me demande, le reste des années, il a fait quoi? Attendez, Sony, s'il te plaît. Je voulais que vous puissiez je vous en prie, mon cher. Mais je rejoins mes chers collègues. Je les rejoins. Très bien. On va prendre quelqu'un à l'antenne. Bonsoir, vous êtes à l'antenne. Allô? On vous écoute, vous êtes à l'antenne, monsieur. Bonjour, bonsoir, monsieur Sony Benga. Bonsoir, monsieur. Je voudrais, en fait, j'apprécie beaucoup votre émission, que je suis régulièrement. Merci beaucoup. Je voudrais juste faire une suggestion. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Il serait souhaitable que vous créiez une page Facebook sans détour, qui permettra à vos téléspectateurs effectivement de contribuer aussi. Merci. Parce qu'aujourd'hui, on trouve plusieurs émissions, notamment sur RFI, on a beaucoup de pages Facebook. Donc c'est vraiment une suggestion, je souhaiterais qu'il y ait une page Facebook sans détour de DRTV où les Congolais qui souhaitent également contribuer peuvent aller débattre. Donc ça vous permettra d'avoir des opinions assez larges de la population qui iront débattre et autres. Merci beaucoup. Merci. Je voulais pour son information, enfin ça c'est sur ma page personnelle, hein, puisque je dois quand même vous partager, puisque quand j'ai mis ce thème sur ma page, j'ai eu une contribution. Quel type d'économie le gouvernement pourrait faire pour que on amoindrisse le choc de cette chute-là? Il y a un qui m'a envoyé un papier qui a été fait, qu'il a repris dans le site gabonactu.com. Il me dit ceci, et je vous lis, permettez donc que je lise. Pour éviter l'effondrement de l'économie nationale suite à la chute vertigineuse des cours du baril de pétrole, les salaires des ministres seront revus à la baisse. Ce n'est pas tout, puisque d'autres mesures ont également été prises dans le même but. En effet, cette décision concerne aussi le nombre et la qualité des voitures de fonction qui seront réduites. Plusieurs lignes de crédit supprimées, les missions à l'étranger des ministres réduites, etc. Donc ça c'est une contribution, mais est-ce que c'est pour rire? Mais ça veut dire que l'interactivité fonctionne au téléphone, fonctionne avec nos amis que nous interviewons dans la rue, fonctionne sur ma page Facebook et va fonctionner aussi sur, comme vous avez dit, sur une page que nous allons créer spéciale sans détour. Monsieur Kadi, je vous ai coupé. Sony, je voulais ajouter la chose suivante. Il y a à peu près une semaine, au niveau de mon parti, nous avons reçu la note de conjoncture du dernier semestre 2014. Si on peut... Ah, vous l'avez lu. Ah oui, bien sûr. Ah, très bien. Très bien. Si on peut faire voilà, la note de conjoncture, je dois quand même indiquer que, je vais vous laisser parler après, que nous sommes inspirés de la note de conjoncture pour préparer cette émission. Nous avons également utilisé le rapport de suivi de la situation économique et financière édité par la Banque mondiale. Nous avons aussi utilisé la dernière revue du portefeuille de la Banque mondiale qui donne les indications assez précises sur
la situation économique et macroéconomique du Congo. Nous avons également ici parce qu'après on va nous dire que nous, on va prendre les informations dans les caniveaux. Présentation du projet de loi des finances rectificatives devant l'Assemblée nationale. Après, nous allons vous lire les sacrifices qu'on a demandé à un certain nombre de départements de faire pour que les Jeux africains se tiennent. Très rapidement, parce qu'en plus, il y a une page publicitaire. Dans cette note de conjoncture, vous découvrez que l'agriculture et la pêche sont à un niveau de l'ordre de 3, 4, sinon 6%. Le secteur secondaire, un peu plus grand que ça, avec les BTP. J'avoue que les BTP ne sont pas durables. On construit une route, on s'arrête. Ouais. Et puis bon, le secteur de tertiaire, c'est beaucoup plus les télécommunications qui sont aussi, qui ne font de nous qu'un pays entier. RTL n'est pas une société congolaise, tout comme MTN. Ne faites pas la publicité. Bon, alors, donc, ceci dit, on a fini par pleurer. Parce qu'on se demande si ce pays est géré les yeux fermés. Est-ce que nous aimons ce pays, franchement? Comment on ne peut pas aujourd'hui susciter des investissements assez importants et conséquents dans l'agriculture, qui est le métier le plus partagé des Congolais, dans la pêche, qui est le métier le plus partagé des Congolais? Et que faut-il faire? Faut-il qu'un paysan de Bokosongo aille demander à la banque où il n'a pas de compte de l'argent? Vous voyez? Donc ceci dit, mon cher frère, reconnaissons... Il y a le fonds de soutien à l'agriculture. Bon, le fonds de soutien à l'agriculture... Que mon ami Bobiba, oui, mais par moment, je crois que le fonds de soutien à l'agriculture a précédé le recensement général des agriculteurs. C'est dans la même lignée. Et ce qui est malheureux, c'est que personne ne s'arrête pour faire le constat et décider. Faire l'audit. Oui. L'utilisation de ce fonds. Non. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, à qui on prête? Tout à l'heure, vous avez parlé de renforcement des capacités. C'est pas mal. Mais je voudrais vous dire une chose. C'est que le renforcement des capacités, c'est devenu une industrie pour ceux qui sont dans l'administration. Ça leur permet de gérer leur crédit. Et d'ailleurs, je dois vous dire une chose. La première des personnes qui va subir les effets de la baisse du baril, c'est l'État congolais. Ah oui, il y a des budgets faramineux qui ne répondent à rien. Vous avez... dans la Constitution, il y a l'armée et la police, mais il y a des supra-armées police qui ont des milliards. C'est du gaspillage alors que le citoyen de Ngoko attend un peu de l'argent pour faire son riz. Vous voyez, mon cher ami, ce sont des choix. Vous savez, je vais finir, Sony. Rapidement. On ne gère pas, on ne gouverne pas avec on ne gouverne pas les événements. On gouverne avec les politiques. Et on ne gouverne pas les hommes morts. On gouverne les hommes vivants auxquels on a le droit de demander ce qu'ils veulent pour leur développement. Ça ne se fait jamais, je vous le dis. D'expérience. Alors, c'est depuis là que tout va nous surprendre. Oui, tout va nous surprendre. Tout. Ça se fait à échéance régulière. On appelle ça les élections. Monsieur Gilles Ondongo, ce qui est intéressant sur ce micro-trottoir, je retiens une chose, que les Congolais ne sont pas dupes. Que les Congolais sont conscients des enjeux parce qu'ils vivent, ils voient le train de vie de leur politique. Et les Congolais voudraient que des efforts soient menés par ceux qui nous gouvernent. Tout à l'heure, je crois qu'il a peut-être anticipé que face à la chute du prix du baril du pétrole, que le pouvoir politique doit anticiper en prenant des mesures draconiennes. Parce que nous avons un réel problème au Congo du choix des investissements, du gaspillage. Tout à l'heure, M. Kadia parlait du recensement général des agriculteurs, pour ne citer que ce cas. Autre chose également, quand vous regardez par exemple sur la composition du gouvernement, moi je pense que cette émission-ci, ça nous permet également de faire des propositions, parce qu'il faut réduire l'équipe gouvernementale. Je vais prendre un exemple. Vous avez des doublons, par exemple. Vous avez un ministre de l'éducation civique et morale. Vous avez également un haut commissaire à l'instruction civique et morale. Je dis, à quoi cela sert-il? Donc, il faut aujourd'hui que l'on prenne des mesures
j'anticipe un peu. Mon cher, vous êtes naïf. Hein. Non, excusez-moi, non. Il faut bien que chacun vive. Hein, Oui, non, oui, mais si, parce que, parce qu'à la limite, monsieur Soni, ne envoyez pas au chômage. Non, mais parce qu'aujourd'hui, monsieur Soni, il faut bien que le pouvoir s'asseye sur. Oui, mais le pouvoir s'asseye parce que à la fin, il y ait une cesse de stabilité. Oui, mais monsieur Soni, la redistribution des richesses nationales, tout le monde le sait, c'est les politiques. Ce sont la redistribution, la majorité, ce sont les politiques. Très bien. Donc, il y a quelqu'un qui a dit l'agriculture, on ne peut pas faire parce que nous avons l'esprit de fonctionnaire, on aime les cravates et les... Non, l'agriculture, on peut le faire. Oui, l'agriculture, c'est une question, c'est pas... Je reprends ce que... Je prends un cas simple aujourd'hui. Vous avez les fermiers sud-africains installés dans Amalolo, au Nyari. Aujourd'hui, l'agriculture, pour se développer, ce n'est pas l'échec des villages agricoles. En gros, l'agriculture, il faut aller vers des coopératives, des kolkhozes, comme en Israël. Oui, vous repartez encore. Oui, mais c'est la question. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut... Et puis demain, vous allez nous comprendre. Non. Il faut aujourd'hui... Les chasses-neige... Non. Il faut aujourd'hui... Il y a des pays aujourd'hui qui ont l'expertise en la matière. Notamment dans le cadre de la mécanisation de l'agriculture. Nous avons des Sud-Africains, nous avons des Zimbabwéens. Il faut aujourd'hui créer des mécanismes, des facilités fiscales douanières pour les attirer aujourd'hui. Nous avons des sols fertiles aujourd'hui, du nord au sud aujourd'hui. Mais ce n'est pas ce que l'on fait. On dépense pas des milliards à un cours. On construit peut-être 5, 10, 20 habitations. On appelle des gens qui n'ont pas l'expertise. Mon cher ami. Et qui s'installent, on met des écrans plasma. C'est pas cela. Mon cher ami, vous savez que quand on a créé ces maisons-là, les gens sont reproduits. Hein. Ça permet la reproduction aussi parce qu'il y a des couples. Non, nous avons... Et quand vous voyez le nombre d'enfants qu'on a eu au cours de ces... Non, le choix des investissements et le gaspillage. Mon cher Alphonse Ndongo, quand vous voyez nos compatriotes... Non, mais c'est risible, mais c'est une réalité. Vous voyez, quand vous habitez une hutte et puis qu'on vous donne une maison confortable, mais vous voyez que le premier réflexe, c'est utiliser le matelas à bon escient. Mais c'est ce qu'on a vu. Mais on ne produit pas aussi. Monsieur Alphonse. Oui, Sony, je suis très heureux de constater que tu as emboîté le pas à la Banque mondiale qui pensait qu'il faut naturellement ramener le débat économique au niveau des populations, le sortir des salons UP et puis des experts en économie. Et puis voilà, je suis très heureux de constater que les compatriotes comprennent quand même les grands enjeux actuels sur le budget, les difficultés même de notre économie rentière. Et c'est extraordinaire de voir des gens de la rue qui sont parfois même en avance par rapport aux dirigeants, qui voient un peu plus loin que le bout de leur nez, qui parlent de tourisme, qui parlent du développement de l'agriculture, qui évoquent toutes ces questions. C'est extrêmement important et je crois qu'au cours de cette émission, nous ferons une chute là-dessus dans le cadre des perspectives pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Je suis heureux de constater que, franchement, des compatriotes s'intéressent à la question et qu'ils ont même des esquisses de solutions. Merci. Nous allons marquer une courte petite pause de publicité et nous allons revenir sur ce plateau pour la deuxième et dernière partie de l'émission. Si je pose la question, mon cher Bouba, est-ce que vous connaissez M. Maktar Diop? Non. Je vais vous donner la réponse tout à l'heure. Une page de publicité et on reviendra sur la deuxième partie de l'émission. Pub, si vous êtes à la régie. Trace Music Star. Appelle, chante, gagne. La grande finale RTL Trace Music Star aura lieu ce 19 février 2015 au studio de Télé Congo à partir de 17 h avec comme invité Singila. Venez découvrir vos 5 finalistes RTL Trace Music Star. Vote pour ton candidat en envoyant son code au 1111. Samantha, Lorna, Chérodi, Joe, Faradrine,
avec Singila ce 19 février 2015 à partir de 17h au studio de Télé Congo. Tickets disponibles dans les points RTL. Coût d'entrée 500 francs CFA. RTL Trace Music Star. Appel. La Congolaise de banque devient LCB Bank. Et vous, vous en pensez quoi? LCB Bank, ça me plaît. Et toi? Ça sonne vraiment bien. C'est concis, c'est clair, c'est évident. LCB Bank, c'est moins long. Mais non, c'est plus court. C'est simple. LCB Bank, c'est plus classe. Kitoko Makashi. C'est classe, c'est pro. Et c'est plus facile à retenir. LCB Bank, Zayelingi. LCB Bank pour être encore meilleur demain. Et demain, c'est maintenant. Comme toutes les entreprises, nous recherchons la productivité. Avec MTN Business, nous avons choisi le partenaire télécom ayant la plus importante gamme de moyens d'accès à Internet, des solutions de téléphonie fixe et mobile avec des forfaits des plus avantageux. MTN Business offre aux entreprises des services de transmission de données en temps réel, des solutions d'interconnexion, d'infrastructure et d'hébergement. MTN Business, faites le choix de la productivité. Jeans on, my by any means on, partin', I'm getting my scream on. Enter the kingdom, but watch it you bring home. You see a black man with a white woman at the top floor, they gon' come to kill King Kong. Middle America packed in, came to see me in my black skin. Number one question they asking, come on homie, what happened? 4 in the morning, and I'm zoning, they say I'm I keep it 300, like the Romans, 300, where the Trojans, baby, be living in the moment. I've been a menace for the longest, but I ain't finished. I'm devoted, and you know it, and you know it. Oui, alors tu offres combien, toi? Moi? Eh ben le double, 2 fois plus. 2 fois plus seulement? Moi le plus grand j'offre 5 fois plus. Ils ont dit combien? 2 fois plus? 2 fois plus? 5 fois plus? 5 fois Mais plus. non, c'est rien. 10 fois plus, c'est mieux. Jamais vu avec Azur. À chaque fois que vous rechargez du crédit, Azur vous offre 10 fois plus le montant rechargé, c'est-à-dire 10 fois plus de crédit. Bonus instantané, sans condition et surtout à consommer sans modération. Et oui, ça c'est le bonus Azur. Le vrai bonus qui met tout le monde d'accord. Alors, n'attendez plus. Rechargez vite votre compte pour profiter de cette offre sensationnelle. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Azur, eh bien, c'est le moment de rejoindre notre réseau. J'avais bien raison. Eh bien oui. 10 fois plus, c'est mieux. Et c'est nulle part ailleurs que chez... Azur, fièrement congolais. Nous avons été plus que touchés dans notre chair et notre âme face aux événements passés dans notre pays. Levons-nous et disons plus jamais ça. Femmes du Congo, amis de la paix, ne soyons plus cette majorité silencieuse. Marchons ensemble pour la paix ce 1er mars 2015. En ce premier jour du mois de la femme, sans distinction de race, de nationalité, d'ethnie, de confession religieuse et de toute obédience confondue. Femmes du Congo, marquons notre histoire. Réagissons et exprimons-nous en faveur de la paix au Congo. Lieu de rassemblement, boulevard Alfred Raoul. Pour toute participation, contactez l'association Action Innovatrice pour la paix et le développement culturel en sigle PDC au 01 954 11 88 06 864 42 82.
Voilà, retour sur ce plateau pour la dernière partie de l'émission Sans Détour, autour du thème après la chute du baril de pétrole, si on parlait un peu d'économie et des perspectives d'avenir. Nous avons sur ce plateau M. Rémi Bobiba qui est économiste financier, M. Kadja qui a épousé sa veste d'économiste douanier, M. Gilles Ndongo qui est analyste et consultant, et enfin M. Alphonse Ndongo, journaliste à Jeune Afrique Économie et à Terre Africa. J'ai posé la question tout à l'heure, là, avant que la pause publicitaire n'intervienne, de savoir si les gens savaient qui était M. Mactar Diop. Non, comme je les ai pris de court, je dois quand même rappeler que M. Mactar Diop est le vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique et il venait de séjourner à Brazzaville. Au cours de son passage à Brazzaville, il a rencontré tour à tour le ministre de l'économie, le ministre d'État de l'économie et des finances, M. Gilbert Ndongo, le ministre de la présidence chargé des grands travaux, enfin de la délégation générale de grands travaux, et M. le ministre délégué du plan, M. Mokoko. Et au cours des entretiens, lui qui voulait s'enquérir de la situation économique, lors de sa rencontre avec le ministre de l'aménagement du territoire chargé, ministre à la présidence, pardon, en charge de l'aménagement du territoire et de la délégation générale de grands travaux, ce dernier a indiqué que compte tenu de la situation du Congo, le Congo ne lancera plus de nouveaux projets, mais se consacrera à achever de manière effective l'ensemble des chantiers en cours disséminés sur l'ensemble du territoire et surtout gardera le cap en matière de construction d'infrastructures. Et il a notamment cité les projets prioritaires comme l'achèvement des travaux de construction de la route numéro 1 sur le tronçon Dolisie-Brazzaville qui prévoit un trafic d'environ 6000 voitures par jour, ainsi que l'achèvement des travaux du complexe sportif de Kintele qui abritera les Jeux africains 2015 et également fait allusion au projet de construction des 12 hôpitaux généraux dans les différents départements du pays. Donc en gros, les priorités qui sont ceux du gouvernement aujourd'hui. Mais ces priorités sont celles qui ont été prises bien avant la chute du prix du baril de pétrole. Mon cher Rémi Bobiba, il y a une question qui a été posée pour savoir, pour amoindrir l'incidence de cette chute-là, quelles seraient les économies que le gouvernement pouvait faire ou pourrait faire pour que ça ne se ressente pas dans la façon de conduire les affaires de la nation. Monsieur Sony, vous savez très bien que le budget de l'État se compose essentiellement de deux grands chapitres. Deux grandes parties, le budget de fonctionnement de l'État et le budget d'investissement. Il est clair que lorsque le contexte conjoncturel impose à des réductions de charges, généralement c'est le budget de fonctionnement qui est le premier ciblé. Et je pense que dans le cadre congolais, c'est ce qui a été retenu par le gouvernement, puisque vous savez aussi bien que moi qu'il y a des réductions budgétaires qui ont été décidées dans le cadre de la loi de finances 2015. Également, vous savez que notre pays, depuis quelques années, a eu une part importante, sinon jamais atteinte auparavant, du budget d'investissement. Malheureusement, ça s'est traduit par une multitude de projets d'infrastructures. Je dis malheureusement parce qu'effectivement, j'aurais aussi également pu prioriser d'abord la création de la valeur ajoutée et de l'emploi, mais effectivement, l'effet attendu de ces infrastructures, c'est également la création d'activités autour de ces infrastructures. Donc aujourd'hui, face à une réduction des recettes budgétaires, notamment pétrolières, le gouvernement est obligé de revoir, de reconsidérer les priorités. Maintenant, libre arbitre au gouvernement de retenir la route Pointe-Noire-Brazzaville, parce qu'effectivement, c'est un enjeu important pour notre pays, notamment dans sa vocation de pays de transit, puisque vous savez très bien qu'aujourd'hui, cette route va permettre de désenclaver le pays, mais également permettre justement la liaison entre
par d'autres pays, entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale jusqu'à l'Afrique australe. Deuxième projet qui semble apparaître prioritaire, si je vous ai bien entendu, c'est le projet de Kintele. Et là également, on peut comprendre la préoccupation du gouvernement parce que c'est quand même un engagement que d'autres pays a pris vis-à-vis des États africains, d'organiser sur ces terres, au mois de septembre, ces Jeux africains. On ne peut pas non plus arrêter en cours d'exécution un projet d'une telle envergure. Troisième projet que vous avez indiqué également, ce sont les hôpitaux. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut remettre en cause des projets qui peuvent augmenter l'offre sanitaire dans notre pays? C'est vrai, est-ce que c'est le modèle type? Est-ce qu'on n'aurait pas pu commencer par des petits centres pour satisfaire d'abord les besoins de proximité? Est-ce qu'on pouvait de manière simultanée construire des hôpitaux généraux dans les 12 départements de notre pays? Ça a été un choix du gouvernement, mais le processus a déjà été amorcé et là également je pense qu'il est tout à fait normal qu'on y aille jusqu'au bout. Mais cela dit, je reviens encore à ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Aujourd'hui, la priorité, c'est créer de la valeur ajoutée, c'est créer de l'emploi. Aujourd'hui, c'est arriver à constituer, à créer un cadre favorable au développement de l'investissement. Il faut arriver à attirer l'investissement extérieur, mais également à développer l'investissement local, donc notamment à travers la contribution du secteur privé. Notre pays, depuis la conférence nationale, a opté pour une économie libérale. Et dans une économie libérale, c'est le secteur privé qui est le moteur de la croissance économique. Aujourd'hui, notre pays, malheureusement, reste encore dépendant du secteur de l'État, puisque c'est l'État qui est le principal employeur, le principal pourvoyeur de ressources. Et lorsque l'État, justement, est touché de plein fouet par une réduction de ses ressources, le problème, enfin, la conséquence, c'est qu'on arrive à une stagnation. Donc, je reviens et j'insiste, il faut que notre gouvernement arrive à traduire en programme son option de diversifier l'économie. Il faut que nous arrivions à mettre en place un cadre qui soit favorable à l'investissement. C'est vrai qu'on me dira que nous avons un code des investissements qui est très attractif, une charte des investissements également qui est appelée à attirer les investissements extérieurs, mais la réalité dans la pratique démontre que ce code d'investissement qui date de 2003 et la charte de 2004 aujourd'hui sont totalement déphasés par rapport aux enjeux économiques de notre pays, notamment en termes de participation du secteur privé au développement national. Donc, de ce côté-là, il y a nécessité de revoir ces textes, donc aussi bien le code des investissements que la charte des investissements. Il y a le problème crucial qui est le problème du financement, de l'accès au financement des entreprises privées. Vous savez que notre pays n'a aucune structure financière, aucun établissement financier dédié au financement du secteur privé. Nous avons dans notre pays un secteur bancaire commercial qui renferme à peu près une dizaine de banques, mais aujourd'hui l'accès au crédit est quasiment impossible pour les opérateurs économiques congolais et pire encore pour les très petites entreprises ou les PME qui constituent l'essentiel des entreprises du secteur privé dans notre pays. Donc, il faut apporter des solutions à la fois sur le climat des affaires. C'est vrai que le gouvernement, par des petites touches, par des petites dispositions, est en train de vouloir assainir le climat des affaires, notamment en termes de contrôle des importations, en termes de législation du travail, en termes d'incitation à l'investissement. Mais là également, ce n'est pas suffisant. Tout à l'heure, vous avez fait allusion à notre classement au niveau du Doing Business. C'est vrai qu'il y a un léger effort qui a été entrepris puisque nous sommes passés de 184e ou 183e rang au 178e rang, mais notre pays reste encore un pays mal classé et l'investissement au Congo n'est pas toujours favorisé. Pardon, sans vous couper, mon cher Gilles, Alphonse Ndongo, je crois que je vous ai vu lors de la revue du portefeuille de la Banque mondiale. Les experts de la Banque mondiale ont mis l'accent sur la qualité de la dépense. Aujourd'hui, vous dites, oui, on peut continuer ces investissements. Est-ce que la qualité va aussi de pair avec les ressources financières débloquées par ailleurs pour réaliser ces infrastructures? En tout cas, Sony, nous ne faisons pas la fine bouche. La Banque mondiale, d'ailleurs, a eu à relever ces aspects, ces incohérences sur la qualité de la dépense. Et d'ailleurs, la Banque mondiale, elle est
plus loin au cours, n'est-ce pas, de son rapport qui a été rendu public dans un hôtel de la place pour dire qu'il n'était pas convenable que l'État congolais dépense autant de milliards pour un stade de football. Ça a été clairement dit, et d'ailleurs que moi je suis un peu de la presse, je sais que ça leur a valu, n'est-ce pas, des interdictions de faire publier ce rapport. Ça a été clairement dit, d'ailleurs que moi on était en train de mettre sous presse lorsque la Banque mondiale est revenue pour nous dire discrètement ne publiez pas cette information parce que nous ne voudrions pas être en porte-à-faux avec les autorités congolaises. Ce que je trouve d'ailleurs ridicule. Donc c'est pour dire que même la Banque mondiale a eu à relever ces aspects pour dire qu'il faut davantage soigner la qualité de la dépense. C'est-à-dire qu'il faudrait que les dépenses soient orientées vers des secteurs qui sont, à mon avis, qui sont à leur point de vue prioritaires. Dans les secteurs sociaux, mais qu'un stade de football à 300 milliards de francs CFA ne devait pas produire grand-chose aux populations. Donc ça, c'est tout à fait clair. Et je voudrais donc embrayer sur ce que disait M. Bobiba tantôt pour dire que, au-delà, par principe même de diversification économique, moi je suis d'accord, mais seulement moi je ne connais pas un pays dans le monde qui a bénéficié, n'est-ce pas, de l'expertise de la Banque mondiale en matière de diversification économique. C'est une question de leadership. Des pays comme le Rwanda, nous en parlions tout à l'heure, n'est-ce pas, qui ont des gens un peu visionnaires qui évidemment ont compris qu'il fallait mettre l'accent sur l'économie numérique par exemple, ça c'est clair. Des pays comme le Kenya qui ont mis l'accent sur le tourisme, c'est une question de volonté politique. Ce n'est même pas une question de mettre 50 ou 25 milliards de parts égales avec la Banque mondiale, comme le gouvernement le fait, pour que les gens se goinfrent dans une certaine bourgeoisie bureaucratique. Moi, je trouve ça à mon avis, c'est important. C'est une question de détermination, de volonté politique pour dire, est-ce que vous vous rendez compte, mon cher Sony, que des opérateurs de la téléphonie mobile se sont installés chez nous avec des licences d'exploitation qui leur ont été données au prix cadeau, comme disent les Ivoiriens. C'est-à-dire à pratiquement près de 300 millions de francs CFA. C'est vrai que le contexte l'export, qu'on était dans un contexte post-conflit, on leur a accordé ces licences, ils ont bénéficié des assouplissements, pour ne même pas dire des exonérations fiscalo-douanières, mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, ces gens se sont fait beaucoup d'argent parce que nous n'étions pas préparés. Est-ce qu'on prépare nos jeunes étudiants, ou même au niveau des impôts, pour asseoir une fiscalité, n'est-ce pas, en matière de téléphonie mobile? Voilà les mines aujourd'hui. Qui gère ces sociétés? Alors, de ces sociétés. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des mines de ressources financières qui peuvent permettre à l'État congolais, à mon avis, de commencer à desserrer les taux de l'économie rentière basée sur le pétrole. Et donc, voilà autant de choses. Si vous regardez notre budget, moi, sauf si mes lunettes ne voient plus bien, je ne vois pas la part que devrait jouer en principe l'économie forestière. Je ne la vois pas. Je n'en sais rien. Le tourisme, si c'est limite pour l'instant qu'au tourisme animalier de quelques gens qui vont en conquêter, non, c'est autant de choses. Nous avons là des réserves, des moyens, des matelas financiers sur lesquels nous dormons, mais il va falloir seulement que nous ayons des gens qui sont, à mon avis, avisés pour revenir sur l'économie numérique. Et si vous savez qu'un pays comme le Bénin avait, à un moment donné, attribué les licences d'exploitation aux opérateurs de téléphonie mobile à 7 milliards de francs CFA, et lorsque Yahi Boni est arrivé, un expert en économie et finance, il a dit, vous me fermez ces maisons, et je remets la licence d'exploitation à 30 milliards de francs CFA. D'ailleurs, à un moment donné, il n'y avait pas de communication au Bénin, et ça a été fait. Dans des pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, des opérateurs l'ont acheté à pratiquement 35-40 milliards de francs CFA. Et si chez nous, les gens, lorsque j'entends dire que c'est une parenthèse, que nous bénéficions des meilleurs coûts de communication dans la sous-région, je dis c'est même cher, parce qu'on devrait nous faire la minute même à 25 francs pour des gens qui à un moment donné ne payaient pas des impôts, qui à un moment donné ont bénéficié des assouplissements, des exonérations douanières. Voilà, donc c'est autant de choses. Et ensuite, notre système même fiscal devrait être, à mon avis, plus souple. Certains opérateurs économiques de la place se plaignent
que l'impôt sur le bénéfice soit quasiment situé aux encablures de 34%, ce qui est tout à fait énorme parce qu'on ne peut pas, une entreprise ne peut pas embaucher avec une pression fiscale qui est aussi forte. Il faut élargir l'assiette fiscale, mais assouplir, n'est-ce pas, les taxes fiscales pour que, évidemment, les impôts aient davantage de moyens. Et alors, c'est tout à fait étonnant de constater qu'aujourd'hui, c'est une partie des gens qui paient les impôts. Les femmes de certains responsables qui voyagent, moi je le vois. J'ai fait une enquête en allant en Chine, constater que beaucoup d'autorités vont acheter des choses en Chine. Et qu'est-ce qui se passe? On met ça sous le nom d'un fils d'eux. Et ça arrive au port de Pointe-Noire, c'est exonéré des droits et taxes de douane, et ça arrive sur le marché congolais. Finalement, ceux qui payent, c'est les plus pauvres. Donc, c'est autant de choses qu'il va falloir regarder. C'est pourquoi j'ai dit à quelque chose malheureusement, il va falloir maintenant que l'État, peut-être à l'instar du gouvernement gabonais, je ne demande pas que ce soit les mêmes mesures, mais qu'on adapte des mesures que nous revoyons. Si un ministre d'État gagne 16 ou 15 millions de francs CFA, je pense, et qu'il ne paye pas de l'eau et l'électricité, c'est autant de choses sur lesquelles on peut revenir. Et comme ça, si demain nous sommes rattrapés par la pression sociale, la demande sociale, le gouvernement, à mon humble avis, aura toute la latitude d'expliquer aux gens, pourquoi est-ce que nous en sommes là, et c'est que lui, il a déjà fait pour pouvoir, n'est-ce pas, faire accepter le poids, le contre-coup, n'est-ce pas, des chocs extérieurs du marché international. L'impôt sur la résidence secondaire, mon cher Kadia, s'il y avait des économies qu'on pouvait faire pour que n'on puisse pas trop ressentir le poids de ces chutes-là, quelles seraient-elles, à part taxer les revenus des ministres et puis des hauts dignitaires? Je crois que nous sommes déjà entendus sur un principe, celui qui consiste à dire qu'il n'y a pas de politique sans homme. Il n'y a pas de politique sans homme. S'il te plaît, Feni. Pas des incantations. C'est pas une incantation. Non. Mais certainement comme une État. S'il te plaît, Feni, s'il te plaît. Je vais te poser une question, Feni. Tu sais pourquoi la Banque mondiale vient nous contrôler? La Banque mondiale vient nous contrôler parce que nous avons des incapacités de gestion. S'il te plaît. Nous pouvons émettre autant de projets. S'il te plaît. Quelle perspective? Non, souffrez, mon cher Gilles. Quelle perspective? Qu'est-ce que... Bon. Comme vous rêvez d'être président de la République. Oui. Prenant ce rêve-là, aujourd'hui vous êtes président de la République. Oui. Alors, le baril vient de chuter. Alors, dans votre rêve, le plus heureux, quelles économies pouvez-vous faire pour que le quotidien de vos compatriotes dont vous avez la gestion, la conduite des destinées, puisse ne pas souffrir de cette baisse-là? Mais voilà, quelque chose de concret. S'il te plaît. C'est-à-dire que vous qui êtes... J'ai suivi monsieur Ndongo, qui a parlé des mines financières. Mais c'est l'occasion pour un pays de s'arrêter, de poser la question à son peuple et de déterminer les mines qui peuvent rapidement nous amener vers des finances un peu plus hautes, de telle sorte qu'on arrive à la satisfaction de nos besoins. S'il te plaît, mon cher Sony, nous pouvons tourner comme nous voulons. Le Congo a des mines. Est-ce que vous savez que les racines là, ou les écorces avec lesquelles nos grands-parents soignaient la teigne et tout, et ça peut être des produits demain industrialisés et mis à la vente au niveau étranger. Et c'est une technologie maîtrisée par nous. S'il te plaît, mon cher ami. Mais seulement, je vais vous dire une chose. J'ai appris à vivre avec des personnes victimes de folie dans mon église. Alors, le gars qui est fou, quand tu viens, tu as beau le laver, il va pas se discipliner. Le gouvernement actuel, ce n'est pas possible. Il ne peut pas. Mais il ne peut pas s'adapter, il ne peut pas changer. Il ne peut pas changer. Comme le gouvernement n'est pas... Il n'y a plus rien à gagner là. Comme le gouvernement n'est pas en face de vous. J'aurais aimé quand même... Je peux le mettre devant moi, les 49. Les 39, je lui dis, toi, tu es habitué à mentir. Toi, tu es habitué à prendre l'argent au nom de tel crédit. Toi, tes enfants font les affaires. Toi, toi-même, tu es entrepreneur dans ton ministère.
un à un. Si vous me citez un nom, c'est pour vous dire que la solution, s'il vous plaît, la solution aujourd'hui, c'est qu'en 2016, le Congo a l'occasion d'amener des hommes un peu intègres, qui ont la crainte de Dieu et qui ont le sentiment national, pour que toutes les énergies qui sont dans M. Bobiba, dans mon ami Ondongo, dans M. Ndongo, sortent. Si ça dit la on dit tous les ingénieurs, tous les gestionnaires, rattrapez-vous, trouvez-vous, faites-nous des politiques agricoles. Mais avec celui-là, on ne peut rien, mon cher ami. On ne peut rien. Je pense que quelqu'un. On ne peut rien. S'il vous plaît. Alors, on prend quelqu'un en ligne et puis après, je vous dis. Allô? Je vous écoute, monsieur. Rapidement, oui, vous êtes à l'antenne. Oui, rapidement. À votre question, c'est le chef qui devait prendre des décisions à réduire l'argent des ministres. J'ai suivi la télévision gabonaise et c'est le même geste que le président Bongo a pris. Ils ont placé une commission pour réduire l'argent des ministres et autres, des directeurs, tout ce monde-là, pour amener le peuple quand même à investir. Je n'ai pas fait de crédit, merci beaucoup. Merci. Gilles Ndongo, non, on va faire la polémique. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une préoccupation qui a traversé l'esprit de nos gouvernants aujourd'hui, à l'heure où nous parlons? Vous pensez que la question de la baisse du prix du baril a traversé l'esprit des gens au point de créer, de susciter une réflexion, un débat sur les mesures d'accompagnement? Je ne pense pas, je ne pense pas. Je ne pense pas, mais je pense que parmi les perspectives, hein, les propositions, parce que il ne suffit pas aussi, il faut faire des propositions pour que ceux qui nous écoutent, les gouvernants, peuvent certainement s'en saisir. Il faut, tout à l'heure, un auditeur, un téléspectateur, il parle de la réduction du train de vie de l'État. Parmi les mesures, un gouvernement de 37-39, c'est trop. Je pense qu'aujourd'hui, pour que les populations comprennent, lorsque les effets de la baisse du prix du baril de pétrole, lorsque les populations commencent à ressentir, elles comprendront. Réduire les membres du gouvernement. Il y a trop de doublons. J'ai pris un exemple concret. Par exemple, vous avez un haut commissariat à l'instruction civique et morale, alors qu'il y a un ministre de l'éducation, de l'éducation, de l'instruction civique et morale, de la jeunesse. Nous avons par exemple au niveau des députés. Il y a un qui sonne aussi. Oui, je fais un certain nombre de propositions. Au niveau des députés, il faut quand même qu'on arrive aussi à réduire leurs émoluments. Nous avons au niveau des sénateurs, des hauts fonctionnaires, notamment les officiers généraux. Autre chose également. On peut se séparer de la chambre haute. Oui, tout à fait. Nous avons par exemple, Monsieur Soni, nous avons par exemple, quand regardons le budget, sur l'acquisition par exemple, d'un avion du gouvernement. Moi je pense qu'aujourd'hui, il faudrait quand même... Comme il est déjà là, vous allez... Oui, mais il faut le vendre. Il faut le vendre. Il faut le vendre. Il faut avoir le courage aujourd'hui. Un gouvernement peut faire des erreurs et revenir. Par exemple, nous avons par exemple, le gouvernement avait fait décider par exemple de la gratuité du passeport. Mais le gouvernement a fait un rétropédalage parce qu'on s'est rendu compte que l'argent ne rentrait pas dans les caisses de l'État. Autre chose également pour la maximisation. Non, je fais ça parce que l'argent ne rentrait pas. Oui, mais ça profitait. On a été capable de faire, assumer. Oui, justement. Assumer oui, mais monsieur Soni, on a laissé développer. Je veux prendre des niches d'entrée d'argent. Très rapidement. Vous avez par exemple, la TVA par exemple. Vous avez certaines grandes surfaces, certaines grandes surfaces qui encaissent, qui facturent, regardez les grandes surfaces qui facturent avec la TVA. Mais moi je me pose la question, est-ce que ces structures reversent-elles la TVA? Je ne pense pas. Ou si elles reversent, mais pas de manière juste. Il faut que l'administration fiscale, il faut que l'administration fiscale, aux États-Unis, je l'ai vu dans la ville de Los Angeles, où les caisses enregistreuses sont fournies par l'administration fiscale à un certain nombre de grandes surfaces.
L'avantage de ce système, ça permet à l'administration fiscale d'avoir les rentrées nettes, par exemple, les taxes. Prenons quelqu'un en ligne. Oui, bonsoir, vous êtes à l'antenne. Allô? Oui, bonsoir, on vous écoute, vous êtes à l'antenne. Allô? Bonsoir, on vous écoute, vous êtes à l'antenne. Allô? Parlez, on vous écoute, vous êtes à l'antenne, parlez. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Parlez. Bonsoir. Et avec respect, tous mes devoirs et mes hommages, parce que vous contribuez effectivement au développement de ce pays de façon intellectuelle aussi. Ça fait partie. Et je voudrais, de mon humble avis aussi, je me présenterai d'abord, excusez-moi. Je suis M. Lebala Sani Simplice. Je suis souvent cette émission. Quelquefois, pour en fait mon avis, c'est vrai que le débat est toujours de façon. Bien que, parce que dans tous les débats aussi, il faut qu'on trouve aussi des conclusions. Dans tout débat, il faut qu'on trouve des conclusions. Et souvent, je me rends compte que on fait tellement de débats, on a tellement parlé de sujets sur des problèmes de ce pays. Hein, je dis bien de ce pays. Pas de problèmes particuliers, de problèmes de façon générale. Jamais trouvé de solution. Bon, pour ne pas dire jamais, pour qu'il n'y ait jamais eu de solution, mais j'espère. Mais ça serait bien aussi qu'en sorte que cette émission qui fait de telle sorte que on parle des problèmes pertinents, mais qu'il y ait aussi des solutions pertinentes. Hein? Il ne suffit pas de présenter sur les plateaux des érudits, mais qui sont bien sûrs. Merci, monsieur Lebala. Je voulais quand même très rapidement, parce que indiquer que nous sommes des lanceurs d'alerte. On lance. Si certains peuvent s'approprier, c'est tant mieux. Mais nous ne pensons pas avoir ni la science infuse, ni réponse à tout. Raison pour laquelle ce que vous dites, ce ne sont que des pistes. Bon, à qui est adressé? À celui qui voudra bien s'en saisir. Et pour chuter, très rapidement, parce que je disais, nous avons également, nous avons pour tout à l'heure, M. Bobiba parlait de l'amélioration du climat des affaires. Mais on ne peut pas améliorer le climat des affaires dans un pays où le dernier rapport, si je prends les rapports 2012-2013 de la Commission nationale de lutte contre la corruption et la concussion, montrent suffisamment que les ressources... Mais vous avez deux doublons même là. Vous avez la Commission et vous avez l'observatoire. Oui, donc, mais justement aujourd'hui, les corrompus ne sont pas en prison. Et puis, moi je pense également, il faut aujourd'hui, il y a des niches fiscales. Il faut peut-être lutter contre la corruption, mais également sur les signes extérieurs de richesse, parce que les Congolais sont riches. Les Congolais sont riches. Moi je me demande. Écoutez, moi j'aime bien. Quand je parle des signes extérieurs de richesse, vous savez de quoi je parle. Les signes extérieurs de richesse, parce que aujourd'hui, aucun Congolais. Tu achètes une parcelle en face. Aucun Congolais aujourd'hui. Si on a la volonté, tout à l'heure Alphonse Dongo parlait de volonté politique. Si on peut lutter contre la corruption, on peut. En 97, 92, 99, le président de la République avait eu des mesures, des enquêtes qui ont été menées à l'époque, je me rappelle à l'époque, menées par ses services. Je pense aujourd'hui, si on a la volonté politique de laisser cette commission qui a mené des enquêtes et des investigations, qui malheureusement, ils ont transmis des dossiers auprès du procureur de la République, qui malheureusement, personne n'est inquiété, tous les efforts que l'on pourra faire aujourd'hui sera un échec. Bon, monsieur, merci beaucoup, mais il ne faut pas trop rêver les yeux ouverts. Oui, mais il faut rêver, il faut rêver quand même. Je vais quand même prendre un exemple simple. On a commencé à traquer les signes extérieurs de richesse
à l'époque où il y avait le mono. Hein, le camarade qui est là, qui a changé de veste, le sait très bien. Hein, le comité conseil, c'est pas vérification. C'était pas la CV. La CV. C'était après, fini, monsieur. Quand on est rentré dans la démocratisation, ça a été le message. Alors, je peux prendre une image simple. Le président de la République à Pointe-Noire a pris une enveloppe. À l'époque, le ministre des Finances, c'était M. Mathias Nzor, qui est devenu aujourd'hui son opposant. Il a pris, il a montré l'enveloppe avec le nom de quelqu'un qui est venu pour corrompre. 5 millions. Voilà. La suite, il n'y a pas eu de suite. Hein? Donc, à partir de cet instant-là, on peut mettre tous les observatoires, les commissions, tout le reste. Sans volonté ça politique. permet peut-être de nourrir vis-à-vis de l'opinion internationale, d'être assez respectueux d'un certain nombre de textes, de lois, de règlements, d'institutions, mais dans la pratique, il faudrait plutôt qu'on mette des hommes capables d'assurer avec indépendance, comme au Nigeria, où celui qui s'occupe de la lutte contre la corruption, je crois que c'était une dame, est gardé par... et n'a pas d'injonction à recevoir de la part de qui que ce soit, y compris du chef de l'État. Alors, on va peut-être chuter, je voulais donner des indications. Je vous ai dit, on m'a accordé 10 minutes, mais je ne vais pas bouder le plaisir de lire parce que c'est très instructif. Le 25 juillet 2014, devant la représentation nationale, présentation du projet de loi de finances rectificative devant l'Assemblée nationale, fait par le ministre en charge de l'économie et des finances. Pour justifier la ligne qui a été prise par le gouvernement pour corriger la loi de finances initiale de l'exercice 2014. Voilà ce qu'il dit. Souffrez, mais je ne prendrai pas beaucoup de temps. Je lirai juste l'extrait. Et vous allez faire les calculs. Et vous verrez qu'il y a beaucoup à faire. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, faisons parler à présent les chiffres. S'agissant des Jeux africains, il est inscrit dans la loi des finances 2014 au profit du ministère des Sports et de l'éducation physique la ligne, entre guillemets, construction des infrastructures sportives pour les Jeux africains de 2015 pour un montant total de 53 milliards 800 millions de francs CFA, dont 43 milliards de francs CFA pour la construction du complexe sportif de Kintele. À ce jour, toutes ces sommes et d'autres au-delà ont déjà été absorbées. Le maître d'ouvrage délégué, la délégation générale aux grands travaux, demande pour le compte du ministère des Sports un complément de crédit de 135 milliards de francs CFA. Cette allocation supplémentaire est de nature à conduire les maîtres d'œuvre du complexe sportif de Kintele à respecter les délais impartis par le comité d'organisation des Jeux africains. À côté du complexe sportif de Kintele, il y a le complexe universitaire. Le maître d'ouvrage délégué, le même, sollicite pour le compte du ministère de l'Enseignement supérieur un complément de crédit de 50 milliards de francs CFA aux fins d'harmoniser les évolutions des travaux des deux complexes. La demande totale nouvelle pour le site de Kintele en 2014 est donc de 185 milliards de francs CFA. Selon les dernières exigences du comité d'organisation des Jeux africains, le site de Kintele doit être d'accès facile. D'accès. Cela a conduit la délégation générale aux grands travaux, toujours en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, à demander pour le compte du ministère de l'Équipement et des Travaux publics 341 milliards de francs CFA pour les voies d'accès au complexe sportif de Kintele, dont 185 milliards de francs CFA à régler au second semestre de 2014. Ces crédits serviront à la construction de l'échangeur de Talangaï, du viaduc, et de la troisième sortie nord de Brazzaville, ainsi qu'au réaménagement de la deuxième sortie et d'un tronçon de la route nationale numéro 2. Au total,
les infrastructures menant à Kintélé et celles du site de Kintélé ont besoin de 370 milliards de francs CFA supplémentaires au second semestre 2014. Pour les hôpitaux généraux, la loi de finances initiale comporte une inscription de 3 milliards de francs CFA affectés à la construction et à l'équipement de 3 hôpitaux généraux à Kinkala, Sibiti et Djambala. De toute évidence, même pour ces 3 hôpitaux généraux seulement, on est très loin du compte exact. Les travaux étant lancés ou sont en cours de lancement. Pour l'ensemble des hôpitaux généraux, le budget de l'État, exercice 2014, les prendrait en charge pour un montant de 150 milliards de francs CFA. Le nouvel hôpital central des armées nécessite en 2014 un acompte pour le démarrage des travaux de l'ordre de 50 milliards de francs CFA. L'opération Eau pour tous, de son côté, verrait les crédits qui lui sont affectés être renforcés de 50 milliards de francs CFA en cette même année 2014. Tout bien considéré, la nouvelle demande de crédit pour l'investissement s'élève à 620 milliards de francs CFA, soit à peu près la moitié des crédits alloués à l'investissement en moyens librement affectables, entre parenthèses MLA, dans la loi de finances initiale. En clair, les dépenses d'investissement dans la loi de finances rectificative progresseraient de presque 50% par rapport aux prévisions inscrites dans la loi de finances initiale. Ainsi, l'investissement à base du MLA devrait passer de 1349 milliards de francs CFA à 1969 milliards de francs CFA. Je ne dirai pas plus, je vais m'arrêter là. Monsieur Rémi Bobiba, vous dites de piller le budget d'investissement et le budget de fonctionnement. Oui. Ici, on vient de parler des réaménagements. Nous étions au mois de juillet, lorsque cette adresse a été faite devant la représentation nationale. Nous ne savions pas que le baril devait, et on a projeté les réajustements. Si je vais au-delà, je pourrais vous dire que dans le même discours, le ministre a indiqué qu'un certain nombre de ministères devaient subir quelques coupes sombres. Alors, quand vous écoutez ce discours, quand vous voyez l'importance des aménagements qui ont été faits, qu'est-ce que cela vous inspire? S'il y a des répercussions du coût du baril de pétrole, est-ce que nous n'allons pas encore aller vers des dépenses exponentielles? Tout à l'heure, vous avez pris le soin d'indiquer que le ministre, je crois, chargé des grands travaux, avait dans son entrevue avec... parce que j'avais une fuite dans les idées. Donc, dans son entrevue avec le directeur de la Banque mondiale pour l'Afrique, indiquait que le gouvernement s'engageait à mettre fin à certains projets qui étaient déjà en cours d'exécution et à définir des priorités sur des projets structurants, sur des projets à caractère social, et peut-être aussi, c'est vrai, vous insistez sur le complexe sportif de Kintélé. J'ai indiqué que ce complexe avait déjà connu des travaux. Les travaux se font, les travaux avancent. C'est vrai que l'on peut s'interroger sur les enjeux, l'opportunité par rapport au contexte. C'est vrai également que la décision avait été prise dans un contexte plus favorable. Maintenant que nous sommes dans un contexte de restriction budgétaire, est-il nécessaire d'aller jusqu'au bout ou d'interrompre? Je pense que la logique voudrait de mener ce projet jusqu'à son terme. Maintenant, vous dites également que sur le budget de fonctionnement, c'est vrai que l'on peut s'aligner sur des dispositions prises ça et là au Cameroun, au Gabon, pour restreindre le train de vie de l'État. C'est une mesure logique. Rapidement, parce que là, on me dit que c'est la fin. C'est la première mesure, généralement, pour pouvoir limiter le budget de l'État, c'est de restreindre le train de vie de l'État. Donc ces mesures s'imposent. Nous sommes qu'au mois de février. Qu'est-ce qui n'indique pas que de telles mesures sont envisagées au niveau des pouvoirs publics? Mais ce sera là que des mesures d'économie ponctuelles. Le grand besoin dans notre pays, c'est l'investissement à moyen et long terme. Créateur de valeur ajoutée et créateur d'emplois. Aujourd'hui, nous avons une population congolaise, notamment les jeunes Congolais, dont plus de 30 ou 25% sont encore au chômage, qui ont besoin d'être employés, parce qu'aujourd'hui, notre économie peut créer de l'emploi, peut générer de l'emploi, en dehors de la fonction publique.
Je pense que l'option principale que devrait prendre le gouvernement, c'est de créer les conditions pour pouvoir attirer l'investissement extérieur, développer l'investissement local, inciter à la création d'entreprises pour que justement les Congolais, les jeunes Congolais en particulier, puissent trouver de l'emploi et que l'on crée la valeur ajoutée de notre pays, qu'on élargisse l'assiette fiscale comme cela a été indiqué pour que les ressources fiscales qui aujourd'hui sont quasiment marginales de notre budget commencent à prendre plus en plus d'importance au même titre que les ressources douanières. Très bien. Parce qu'en réalité... Excusez-moi de vous interrompre parce que là, vraiment, on est vraiment allé au-delà, Monsieur Kadja. Merci beaucoup. Vous levez la main pour parler. Je voudrais vraiment vous remercier et puis m'excuser auprès des téléspectateurs et même du régisseur parce que nous sommes allés au-delà. Merci à Rudel, le régisseur. Bon, il était un peu patient. Merci de me faire les faveurs parce que, bon, je comprends. Merci à David Gomez. Merci à, je dois corriger, Jaurès, c'est Georges Jaurès qui a fait le reportage et Guy Ngolo qui avait commencé ce micro tout à l'heure avec Adja Moussa. Merci à toute l'équipe, à Gervais qui s'occupe de la coordination, ce qui concerne la réception. Mon cher Rémi, merci d'avoir répondu à cette invitation. Monsieur l'honorable Patrice Kadja, merci d'être venu sur ce plateau. Gilles, merci à vous. Et mon cher Alphonse, merci pour les éclairages. Je crois qu'on a essayé d'éclairer nos compatriotes. On pensait que les thèmes sur l'économie sont parfois bourratifs, comme disent certains, mais ils sont comestibles. Merci, le générique est là. Et nous allons vous dire au revoir. Rediffusion vendredi. Bonne soirée chez vous. Merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine. En 6 mois. Regarde. Attends, en 6 mois.